Bonsoir et bienvenue à l'Institut français de Tel Aviv. Je suis Stéphanie Soufir, je suis chargée du livre à l'Institut français d'Israël et j'ai l'immense plaisir de recevoir ces trois merveilleux auteurs, Ariane Bois, Mota Bachnik et François Heilbronn, en collaboration avec l'Association française de l'Université de Tel Aviv. Cette rencontre sera modérée par Ruth Amossi. Je voudrais dire un petit mot sur Ruth parce qu'elle ne va pas se présenter elle-même. Si. Ruth, vous êtes professeure émérite à l'Université de Tel Aviv, coordinatrice du groupe de recherche ADAR, analyse du discours, argumentation, rhétorique, et rédactrice en chef de la revue scientifique en ligne Argumentation et analyse du discours. Et vous êtes aussi la représentante des Amis français de l'Université de Tel Aviv, et vous faites partie du comité d'organisation de l'Association des Amis francophones de l'Université de Tel Aviv. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et je laisse la parole à Ruth. Merci beaucoup Stéphanie. Je voudrais d'abord remercier l'Institut français de nous avoir accueillis. Merci Stéphanie, merci à l'Institut. Et merci aussi au public qui est venu nombreux et avec une petite excuse, nous sommes en retard. Bon, c'est le quart d'heure académique, hein, c'est pas dramatique. Mais en fait, c'est parce qu'on a encore des gens qui sont pris dans les embouteillages, vous pouvez imaginer. Parmi nos amis français, ils vont probablement arriver en retard. Donc voilà, nous sommes une association. Alors attendez, on va voir si ça marche. Bon, voilà. Nous sommes l'association française des Amis de l'Université de Tel Aviv et ça fait déjà un moment que tous ces amis viennent pour le conseil des gouverneurs et ce sont nos bienfaiteurs, c'est eux qui aident nos étudiants. Et je me suis aperçue, à ma grande stupéfaction, que dans ce groupe, il y avait en fait 3 écrivains. 3 écrivains, c'est quand même pas mal pour une association qui n'est pas tellement grande. Donc, Mota Bachnik, qui est dans la profession depuis longtemps, de même Ariane Bois, et comment tu appelles ça, toi, François, un primo-romancier. Voilà. Et donc, François Heilbronn, qui a publié un premier roman, et donc nous nous sommes dit, voilà, ce serait bien de présenter ces 3 livres, donc des amis français de l'Université de Tel Aviv. Bon, ça m'avait un petit peu troublé parce qu'ils sont très différents, vous allez l'entendre tout à l'heure, ils vont lire un petit passage de leur livre. Je me dis, mon Dieu, comment je vais travailler comme ça avec présenter 3 auteurs. Et alors, je regarde leurs livres et je vois qu'ils sont en fait tous les 3 écrits sur les années 40. On me dit ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, du coup, on a non seulement 3 auteurs dont on voudrait vous parler parce qu'ils nous sont chers et qu'ils écrivent des beaux livres, mais aussi un thème commun, un sujet commun, en plus un sujet qui est important puisqu'il parle de la Shoah et de la résistance. Et donc voilà comment un petit peu nous avons pensé à organiser ça avec vous. Alors, je vais juste passer très rapidement, vous présenter 3 auteurs. Donc tout d'abord Mota Bachnik, ici présente, qui est auteur de best-sellers et qui a écrit maintenant un diptyque passionnant, donc 2 volumes, hein, Les faisceaux de la peur et Le temps de la colère. C'est de cela que nous allons bien sûr parler. Mais vous signalez quand même que Maud a écrit beaucoup de thrillers, hein, comme on dit, des romans à suspense. Depuis 90, elle écrit des romans policiers, des récits à suspense, et toute une série qu'elle a lancée en 94, où réapparaissent un lieutenant Sam Goodman et une journaliste homosexuelle envoyée un été pourri, Le destin de l'araignée, il y en a 8. Et ce qui m'a intéressé, mais alors j'avoue que ceux-là, je ne les ai pas lus, c'est qu'elle a écrit en fait déjà des romans historiques, parce que c'est de ça qu'on va parler maintenant. Et en 97, donc, elle s'est exercée, je crois pour la première fois, au roman historique, et sous forme de récit policier, hein, puisque c'est son genre favori, et donc un roman historique policier qui s'appelle L'Étoile du Temple, que je vais lire dès que possible, et qui parle de la vie quotidienne, et aussi de la persécution des Juifs au XIe et au XIIe siècle. Et ensuite, un livre qui s'appelle La mémoire du bourreau en 1999,
qui présente les mémoires imaginaires d'un poète. Voilà. Les mémoires imaginaires d'un officier SS. Voilà. Alors, Ariel voit évidemment, Maud a publié énormément de livres, donc si je commence à les énumérer tous, on va en avoir pour la soirée. Donc je passe maintenant à Ariane, qui est déjà connue pour une série de romans qui, dont plusieurs traitent de la Shoah. Elle a signé, c'est vrai, à ce jour, 9 romans et un volume de nouvelles, j'ai bien compris. Un récit. Alors, je voulais quand même dire au passage, bien que ce ne soit pas directement relié à tes livres, mais c'est relié au sujet, que Ariane a obtenu un débat en histoire sur la résistance juive organisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a quand même un rapport évident avec ce dont nous allons parler. Et donc, parmi ces livres, Ariane a donc écrit un livre qui s'appelle Le Monde de Romain, qui est un très beau livre, et qui parle du sauvetage des Juifs, en fait, du dernier train qui a pu les amener de Paris à Istanbul. Elle a écrit aussi Sans oublier, qui évoque, à travers la figure de sa mère, les enfants cachés de Chambaud-sur-Lignon. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent. Nous avions d'ailleurs organisé avec Agnès ici présente une journée d'études sur Chambaud-sur-Lignon, qui est la seule localité qui a reçu donc collectivement le titre de juste. Et Le gardien de nos frères, qui, enfin très rapidement, raconte l'histoire d'un couple d'un juif résistant qui accepte d'être dépisteur, c'est-à-dire c'est ces gens qui allaient rechercher les enfants juifs qui avaient été cachés dans des familles et dont les parents avaient disparu et qu'on essayait de retrouver pour voilà, les ramener dans la communauté, et que des romans qui ont reçu nombreux prix littéraires. Et maintenant, elle nous donne ce pays qu'on appelle Vivre, donc qui traite d'un sujet, qui traite du camp d'Émile. Alors c'est, attends, je vais dire, Ariane, moi je ne connaissais pas l'histoire du camp d'Émile, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas. Et un jour, mes enfants, qui ne sont pas spécialement érudits, m'ont dit ah oui, le camp d'Émile, il faut regarder Transatlantique. Alors, je vous avoue que je ne regarde pas tellement de séries à la télévision, mais là, je me suis précipitée. Et c'est une série transatlantique qui, en fait, est centrée sur ce camp d'Émile dans le sud de la France et dont on parle beaucoup maintenant. Bon, ça fera sûrement vendre le livre. Alors, avec David Fry, donc, qui est, à l'époque, cet Américain qui a fait des efforts extraordinaires pour permettre à des juifs, des intellectuels, des artistes, d'obtenir des visas et de partir, de quitter le pays, d'échapper au danger. Et voilà François Heilbronn qui m'a dit à un certain moment, j'écris un roman et je n'en revenais pas parce que c'est pas ce qu'il fait d'habitude. Moi je le connais comme conseiller en stratégie et puis professeur à Sciences Po. Et un roman époustouflant qui s'appelle Deux étés 44 et qui juxtapose, on va en parler, un roman sur son ancêtre, Isaïe Serre Ullmann, qui est un médecin juif qui aurait sauvé la vie à Louis XV et qu'il juxtapose avec l'histoire contemporaine de sa famille, qui est une vieille famille juive française et patriote, dont il raconte la façon dont elle a été décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc la déportation. Voilà, ça c'est son premier roman qui, moi j'ai compris qu'il a eu un succès considérable. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de critiques et des critiques positives. Donc je ne sais pas si c'est déjà un grand succès commercial, mais en tout cas la critique était extrêmement positive. Voilà. Alors, comme je voulais passer un petit exercice, parce que nous avons 3 auteurs qui ont écrit sur les années 40 et qui ont un style complètement différent. Alors, je contraster, on ne peut pas. Et j'ai voulu, vous savez, comme ça se fait toujours, on dit aux auteurs, vous allez lire quelques lignes de votre beau livre, mais là, c'est vraiment aussi la juxtaposition des trois styles. Donc, 3 auteurs, 3 styles. On va commencer par Ariane. Comme ça. Comme ça? Ma foi. Non, alors tu peux dire quand même que voilà, il s'agit de...
qu'il s'agit donc du héros qui est dans le camp d'Émile et qui se trouve avec la jeune femme dont il est tombé amoureux. Oui, oui, oui. Je vois. Bonsoir, en tout cas, pour commencer, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être de nouveau à l'Institut français. Ça me rappelle des très très bons souvenirs et un roman auquel je tiens particulièrement, Le monde d'Anna, qui racontait en fait l'odyssée de mes grands-parents et de ma mère, des judéo-espagnols. Alors là, on est avec mon héros qui s'appelle... qui est avec la jeune femme avec laquelle il a une liaison, elle s'appelle Margot, et ils vont tous les deux parler, discuter. Alors je me lance. Hein? Oui, oui, mais je pensais qu'elle allait le dire, je veux pas... Non, je commence comme ça. Je raconte toute l'histoire. Non, lis-le d'abord, on va raconter l'histoire. D'accord, ok. Donc, c'est Leonard Stein et Margot Keller qui sont tous les deux au camp d'Émile. Le camp d'Émile est un camp qui se trouve à 7 km d'Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France, en zone libre. L'instant est précieux, car un détenu peut arriver à n'importe quel moment. Le désir naît, embrase leur peau. Chaque minute est comptée et les tempes du jeune homme battent. Il prend le beau visage de Margot dans sa paume et l'embrasse doucement. Il se noie dans un océan de velours, respire une odeur de menthe, mais des pas dans un recoin se font entendre. Ils ne sont plus seuls. Dit l'infirmière, les livres, c'est bien, mais la bouffe, c'est mieux. Tu peux pas rapporter du fromage au lieu des bouquins? Je ne suis pas infirmière, ni cantinière, mais je vais essayer, promis, répond Margot, le visage encore rouge. Elle a vu l'amaigrissement progressif de certains, et c'est la faim, les portions qui rapetissent. À Gurs, où les œuvres de bienfaisance travaillent aussi, la situation est encore pire. Une tranche de pain, un pauvre godet de soupe de topinambour, les femmes font la queue devant l'infirmerie, affaiblies par la privation et les maladies. Alors, Gurs, c'est un camp qui est dans le sud-ouest, et donc le camp d'Émile est un camp dans le sud, en Provence, juste à côté des magnifiques montagnes de la magnifique montagne Sainte-Victoire qui a été peinte par Cézanne. Merci beaucoup Ariane. Alors, Maude. Merci. Tu vas? Oui, alors donc tu expliques la situation de collage des accroches. Là, cette petite scène, elle se passe à Paris entre 39 et 40, pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre. C'était une drôle de guerre parce qu'il ne se passait rien. Il y avait quand même 5 millions d'hommes mobilisés aux frontières, mais la vie continuait exactement comme avant. Les gens allaient au théâtre, allaient au cinéma. Ça allait. Vous savez, les gens étaient aveuglés comme on l'est un peu maintenant. On va en reparler. Maintenant, il faut lire. Voilà. Alors, c'est une histoire entre Judith, qui est arrivée à Paris, venant d'Italie, et qui s'est préoccupée d'un livre, qui s'est rapprochée d'un groupe qui éditait Le droit de vivre. Je ne sais pas si vous ne vous souvenez pas, mais c'est un journal de Le droit de vivre qui avait été créé par la LICRA, que le Bernard Lecache avait créé. Et il y avait un journal qui s'appelait Le droit de vivre, et qui était un journal juif, résistant déjà. Alors là, ils sont en train de faire un coup. C'est des jeunes, inexpérimentés, courageux, qui veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas trop. 22, il y a un groupe qui se ramène. Suzanne achève de coller son affiche, contrairement à moi, qui me met à cavaler. Évidemment, j'objecte sur le groupe qui arrive, le groupe des antisémites. Il pige vite ce qui se passe en voyant débouler avec mon seau et ma brosse, et s'écarte pour me coincer. Nos cris attirent dans la minute l'attention de ceux de l'immeuble. J'entends Suzanne crier pour prévenir les autres, mais déjà Romane, qui m'a rejointe, est aux prises avec 2 des arrivants qui l'envoient bouler à terre. Un barbu essaie de m'arrêter dans ma course et je lui balance un grand coup de brosse dans la figure. Aveuglé par le savon, il me lâche, mais un de ses comparses m'attrape par la taille et veut me soulever de terre. Mais je me tortille si bien qu'il est obligé de me lâcher. Pendant ce temps, les portes de l'immeuble se sont ouvertes et laissent sortir un groupe de fêtards. Merci Maude. Voilà, et maintenant...
Aaron Khabib, comme on dit chez nous, François. Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et je suis ravi moi d'être à l'Institut français, non pas comme Ariane pour mon 10e roman ou pour Maud pour mon 46e roman, mais pour mon premier roman tardif. Très heureux d'être là et je dois remercier Stéphanie Soufir et toute l'équipe de l'Institut français pour leur accueil si sympathique. Et dans cet institut que j'ai vu naître il y a longtemps, du temps de Toby Nathan, qui était un formidable conseiller culturel, et certains d'entre vous l'ont connu. Et je voulais remercier Stella Anossi, le professeur Ruth Anossi de l'Université de Tel Aviv, pour l'organisation, pour son soutien, pour ses encouragements, parce que c'est important. Et puis saluer tous les amis français de la salle. Certains sont venus de loin, de Paris, d'autres de Jérusalem, que je suis heureux de revoir. Donc je suis très heureux d'être là. Alors, la scène que tu m'as demandé de lire, Stella, elle se passe à un moment un peu particulier. Donc comme elle vous l'a dit, je raconte au début de mon histoire comment un médecin juif, chose improbable, va sauver le roi Louis XV de la mort à Metz en 1744. Et donc cette scène se passe après la guérison du roi. Et donc il y a un personnage important qui est le maréchal de Belle-Île, qui est gouverneur de la ville de Metz, et qui dialogue avec Isaïe Serfulman, qui est le médecin qui a guéri le roi Louis XV. Donc Belle-Île, le roi m'a demandé de vous récompenser. Isaïe salua. Votre Excellence est trop bonne, et je ne souhaitais aucune récompense, seulement justice et honneur pour mon peuple. Je sais, Oulman le roi me l'a dit. Il en fut fort surpris. Je dois vous avouer que votre plaidoyer l'a ébranlé. Il sait le dévouement des Juifs de France à son royaume et à sa puissance. Il vous protégera tout comme moi. En revanche, il ne peut accéder à votre demande de citoyenneté. Pourquoi donc, monsieur le maréchal? Pourquoi encore en ce siècle tant d'injustice pour mon peuple? Oulman, nous vivons dans un royaume catholique où les dévots et le clergé veillent. Je partage votre souhait, comme nombre d'esprits éclairés de ce siècle, mais le temps n'est pas venu. Merci beaucoup François. En fait, bon, ce petit exercice, comme je vous l'ai dit, visait surtout à vous montrer comment la matière historique a été traitée de façon très différente, dans une écriture tout à fait différente par les trois auteurs. Et donc la juxtaposition de ces petits textes vous montre la différence de tonalité dans l'écriture, ce qui est déjà en soi très intéressant. Voilà, donc là je crois qu'on n'a plus besoin de notre PowerPoint. Vous mettez la première page, comment? Vous mettez la première page. Ah, tu remets la première page, oui, tu as raison. C'est-à-dire, vous êtes en double quand on met la première page. Est-ce que je l'enlève? Oui, enlève-la, comme ça il n'y aura pas la double. Ah, bah, vous voyez les auteurs en chair et en os, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux de notre temps, hein? Voilà. Alors, avant de passer à des questions plus précises, et je vais un petit peu à l'envers parce qu'on aurait... Comment? Mais c'est-à-dire que si je m'assieds, je ne vois pas tous les trois. Parce que je suis un peu que je me sens un peu plus. Non, mais attends, je vais m'asseoir tout à l'heure, mais là, comme ça, je me vois tous les trois, j'aime bien voir. Bon, alors, l'idée, c'est quand même, comme dit la plupart des gens, n'ont pas encore eu l'occasion de lire les livres et vont sûrement se précipiter pour les acheter. C'est là-bas, c'est la minute de publicité, là. Les livres sont là-bas. J'aurais quand même voulu, avant de passer à des questions plus précises, que vous acceptiez de résumer, mais brièvement, chacun pour votre tour, les livres. Et puis, voilà, après, on va passer à des questions plus précises. Mais, François, puisqu'on a commencé, c'est toi qui as terminé la lecture, est-ce que tu peux résumer ton premier roman? Je sais que c'est difficile de... Non, c'est pas difficile. C'est un très bon exercice et je suis heureux que la professeure que tu es demande à l'élève studieux que je suis. Toujours charmant. De pratiquer cet exercice. D'ailleurs, quand tu m'en as parlé avant, je lui ai dit est-ce que c'est 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes? Et j'ai précisé. Oui, et tu as précisé une demi-heure. Donc c'est bon, c'est prêt. Hein. Non, parce qu'il est redoutable. Vas-y. Donc, en 2 minutes, le roi Louis XV, en 1744, le cardinal de Fleury, qui était son premier ministre, est mort. Il décide d'aller faire la chose qui l'amuse le plus, à part faire l'amour et aller à la chasse, c'est faire la guerre. Il déclare la guerre aux Autrichiens, et les Autrichiens pénètrent à ce moment-là en Alsace, et le roi Louis XV se rend en Alsace pour repousser l'invasion autrichienne. Il est accompagné de sa cour, de ses médecins, de ses évêques et de ses 2 maîtresses,
la duchesse de Châteauroux et la duchesse de Lauragais, qui sont deux sœurs, et il arrive dans la bonne ville de Metz. Et la bonne ville de Metz, en 1744, est une citadelle et une place forte avancée aux frontières. Parce qu'à l'époque, la Lorraine n'est pas française. Par contre, Metz, qui est en Lorraine, Tulle et Verdun, ce sont les trois évêchés qui défendent les frontières de l'Est. Et là, il arrive dans cette ville, il inspecte la garnison, il rencontre la communauté juive, ce qui est assez étonnant, ce que je raconte dans le livre, et puis il tombe malade, et vraiment très malade. Et il a 10 médecins, il a 3 chirurgiens, 7 médecins, qui vont le soigner pendant une semaine. Et ils vont le purger d'abord, puis ils vont le saigner, puis après ils vont le purger, puis après ils vont le saigner. Et au bout d'une semaine de ce régime, le Louis XV, qui a 34 ans, qui est plutôt costaud, en bonne forme, est agonisant. Et donc on lui administre les Saints-Sacrements, toutes les cloches du royaume sonnent pour son décès, et la messe aux agonisants, ses confessions sont rendues publiques dans tout le royaume, et Louis XV va mourir. Et puis au dernier moment, Michelet raconte, Dumas raconte, le duc de Richelieu raconte, un mystérieux charlatan dont on ignore le nom va le sauver. Ce mystérieux charlatan, en fait, il a un nom, il s'appelle Isaïe Serf-Houlman. Isaïe Serf, c'est son prénom, Serf étant le prénom de son père, évidemment, et Houlman, son nom de famille, va le sauver, tout simplement en le déshabillant, en le touchant, en le soignant avec 3 potions. Voilà, il va faire de la médecine moderne, là où, évidemment, ces médecins faisaient une médecine un peu archaïque qui tuait le roi. Nous sommes en 1744. Je saute puisque mon livre s'appelle 2 étés 44. Nous arrivons à Paris et à Drancy à l'été 1944. Et le jour où le docteur Houlman sauve le roi, c'est le 18 août 1744. Et le 18 août 1944, mais c'est pas du roman, c'est vrai, Henri Klotz, un de ses descendants, lieutenant-colonel de réserve, officier de la Légion d'honneur à titre militaire, héros de la Première Guerre mondiale, a été arrêté à Paris par les SS autrichiens de Alois Brunner, qui commandait le camp de Drancy, est interné à Drancy, puis comme il est mourant, il est transporté à l'hospice Picpus, où on mettait les mourants, les agonisants, et qui étaient gardés par les Allemands, et il meurt le 18 août 1944. Donc à 200 ans de distance, jour pour jour, il y a le début, les Lumières, la marche vers l'émancipation, on fait appel à un médecin juif pour sauver un roi. 200 ans plus tard, ses descendants, vous connaissez bien ces histoires, parce que vous en avez souvent dans vos familles, vont être persécutés, et Henri Klotz, 3 semaines plus tôt, avant son arrestation, ses 2 filles sont arrêtées, son frère est arrêté, ses cousins, ses nièces, ses beaux-frères sont arrêtés, 8 d'entre eux vont être déportés par le dernier grand convoi qui quitte Paris, le convoi 77. Et donc j'ai voulu raconter ces 2 histoires, de manière romancée, mais de manière réelle, parce que tous les faits historiques que je raconte sont réels, à 200 ans d'écart, pour montrer la marche vers l'émancipation, et puis la plongée dans les ténèbres. Merci beaucoup François. Ariane. Est-ce que c'était 2 minutes? Non, c'est pas bien. C'était toi, tu peux prendre aussi. Donc, moi, mon héros s'appelle Leonard Stein, il est caricaturiste de presse et il habite en Allemagne, il est un juif allemand de Mannheim et il a des problèmes très rapidement avec le régime nazi parce qu'il caricature le régime avec un nazi sur un âne qui est installé de l'autre côté, voilà. En direction de la queue de l'âne. Et donc ça ne plaît pas du tout au régime nazi et les SS l'envoient directement à Dachau qui est déjà ouvert, qui a ouvert très rapidement. Et donc c'est un camp terrible dont on peut sortir au début en tout cas. Et on l'emmène à la frontière française avec juste les vêtements dont il dispose. Il est devenu apatride puisqu'on lui a enlevé la nationalité allemande. Et à la frontière française, il va s'installer dans un village à l'époque qui s'appelle Sanary-sur-Mer, qui est un village où les Anglais ont habité dans les années 20 et où les Allemands intellectuels anti-nazis de la première heure sont allés aussi se réfugier. Et il va vivre des années plutôt douces sur la Côte d'Azur en travaillant et en cherchant à gagner sa vie. Et puis la guerre d'Espagne arrive et comme tant de jeunes hommes avec lui, 40 000 jeunes hommes sont rentrés dans les brigades internationales, il va rentrer dans les brigades en Espagne et se battre parce que c'est vraiment un combattant, c'est vraiment un antifasciste de la première heure.
la guerre est perdue, quand la République d'Espagne s'éteint et que le franquisme arrive au pouvoir, il revient à Sanary. Et nous sommes en mai 40, et c'est en mai 40 que les gendarmes français vont venir frapper à sa porte pour l'emmener aux Milles. Donc les Milles, c'est une usine désaffectée qui a été fermée en 1938, qui a ouvert brièvement en septembre 1939 et qui rouvre en mai 40, et on décide, la Troisième République, qui est vraiment en train d'agonir, décide d'y mettre des Allemands, des Autrichiens, des brigadistes internationaux, des Tchèques, qui du jour au lendemain sont considérés comme des gens dont il faut se méfier. Peut-être c'est des espions, en tout cas c'est des ennemis, et donc on ne sait pas combien de temps on va les laisser dans ce camp, mais peut-être qu'on les garde pour quelque temps. Et mon héros, Léo, il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper par tous les moyens légaux et les moyens illégaux. Alors moi, je l'ai utilisé comme un cheval de Troie pour entrer dans ce camp des Milles, qui n'est ouvert au public que depuis 2012. Donc cela fait 10 ans que l'on peut visiter ce musée, ce camp qui est resté complètement comme il était, puisque le travail a repris après la guerre et qu'il a fallu attendre l'année 2000 pour que le camp ne soit plus utilisé comme usine, et donc l'ouverture au public en 2012. Et moi j'ai eu la chance de le visiter bien avant, en 2009, et j'ai eu toujours l'impression que j'écrirais un livre sur cet endroit. Voilà, et mon héros va rencontrer une jeune femme dont il va tomber amoureux, et à deux, ils vont tenter par tous les moyens de sortir du camp, de s'échapper avant l'été 42, puisque l'été 42 sera l'été des déportations pour le camp et pour la région, toute la région de Provence et de la zone dite libre, où aucun Allemand n'était. Le camp des Milles, c'est une affaire franco-française. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ariane. Alors, on va passer la parole à Maud. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a 2 volumes. Maud, elle écrit, hein. 2 volumes qui sont atypiques, hein, qui se suivent. Et donc, Maud, si tu peux nous résumer ces 2 livres, peut-être expliquer aussi pourquoi tu l'as fait en 2 tomes, avec des titres différents, à part le fait, bien sûr, que c'est long. Alors, moi, c'est un roman, on appelle ça un thriller historique, parce que je l'écris à la manière d'un thriller. Mon style est un peu vif, un petit peu. Je suis connu justement pour des livres de suspense mais historiques. Bref, c'est une famille à Florence, italienne, papa, maman, les 2 enfants, les 2 adolescents. Tout se passe bien. Ce sont des juifs assimilés, ce qu'on peut appeler les juifs de Kippour. Vous savez, ceux qui vont une fois à la synagogue par an, comme moi. C'est un peu méprisant, les juifs de Kippour, mais ça veut dire quand même quelque chose. Eh bien, en Italie, l'antisémitisme était différent du reste de l'Europe. Il n'était pas dans les têtes, il n'était pas dans les cœurs. On pouvait être juif, ça n'avait pas d'importance. Et ma famille est juive sans importance. Et tout le monde travaille, tout le monde est content. Jusqu'au moment où Mussolini met la main sur l'Italie, sur le gouvernement, et commence un petit peu à s'énerver. Alors, il faut savoir, quand on travaille sur cette période, que Mussolini, c'est presque plus un fantoche c'est un violent, parce que, bon, c'est un dictateur, mais c'est un fantoche. Il s'est rapproché d'Hitler parce qu'il voyait du quel côté, il croyait que la victoire était par là. C'est pas un si mauvais que notre Pétain, que Hitler, je ne parle même pas. Vous voyez, c'est à l'italienne. Bref, ça se passe mal. Ça commence à se passer mal pour le fils qui est chassé de son équipe de foot. La jeune fille, Judith, ne peut plus aller à l'université pour faire des études, parce que ça y est. Et Mussolini fait les lois anti-juives avant Pétain. Les lois anti-juives de 1940 de Pétain, Mussolini les a faites, mais à l'italienne. À l'italienne, ça n'a rien à voir avec la violence française, mais quand même, ma famille, elle commence à prendre un peu peur. Elle voit qu'à côté, il y a la France, avec un gouvernement solide. Vous voyez déjà le fantasme à l'époque. Un
gouvernement solide, une armée qui l'est aussi, et antifasciste. Hein, c'est un gouvernement antifasciste. Et ils prennent peur. Ils disent, bêtement, à mon sens, ils vont en France. Parce qu'ils arrivent, mon histoire commence en 37 à Florence, 37-38. En 38, fin 38, ils arrivent en France au moment des accords de Munich. Comme c'est sympa, vous voyez, déjà. Ils arrivent en France, mais quand on arrivait en France à l'époque, c'est pas comme quand on arrive en France maintenant. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile maintenant d'arriver en France, c'est beaucoup plus confortable. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Ça ne l'était pas du tout. La France, pays des droits de l'homme, pays ouvert, c'est un peu une mystification à mon sens, à cette époque-là. Maintenant, oui. Maintenant, on accueille grandement. Mais pas hein? On accueille beaucoup. À l'époque, non. À l'époque, ils ont eu du mal à se loger, ils ont eu du mal à trouver du travail, ils ont eu du mal à s'insérer, jusqu'au moment où Judith, dans une manifestation sur le boulevard Saint-Michel, il y avait déjà des manifestations, avec son croise. Pas trop de détails. Je résume. Ils sont en ils sont en France, ils sont enquiquinés, ils ont des problèmes. Judith rencontre une famille et des amis qui vont les insérer. Ça va mieux. Jusqu'en 40. Je suis dans la drôle de guerre. Je suis en 39, entre 39 et 40, 70-39, 70-40. À ce moment-là, les deux enfants partent en Angleterre, rejoignent De Gaulle pour se former au combat. Mais Judith est obligée de revenir pour sauver ses parents du fameux billet jaune. Il y a eu un billet jaune qui a été édité, parce qu'il était jaune. Elle prend peur, elle revient en France, elle passe à Marseille, elle les amène à Marseille. Moi j'ai appris que Marseille était une ville où l'on était tranquille, où les Juifs étaient tranquilles pendant la guerre, en 42. J'en ai vu 42. Tous ceux qui voulaient fuir la France passaient par Marseille. On disait, Marseille c'est déjà le Manhattan, Marseille. Elle passe là-bas, elle a sa vie de combattante, et à la fin, elle va passer en Palestine. Et elle passe en Palestine, aidée par Moshe Charette. Merci beaucoup, Maud. Non, mais c'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est parce qu'on a pas tellement de temps. J'étais en train de lire mon livre à moi-même. En fait, je les avais déjà menacés de les couper violemment, donc ils sont préparés. On a vu Bon, je voudrais un petit peu parler du style et de la facture de vos livres. Et j'ai demandé à Ariane, peut-être, on va commencer par Ariane, pourquoi pas. C'est intéressant parce qu'il se trouve au camp d'Émile, et puis il y a une attente interminable puisqu'il essaye d'obtenir ses visas à chaque fois il est décédé, etc. Et donc, bon, finalement, il y a des moments dont tu vas nous en parler, mais dans une grande partie du livre, en fait, au niveau événementiel, hein, c'est normal, il n'y a pas d'événements tonitruants. Et néanmoins, le livre se lit comme ça, d'une traite. Et je voulais savoir comment tu as fait pour donner un rythme à une histoire qui est finalement une histoire d'attente interminable et toujours frustrée. Alors c'est une très bonne question. Je crois que j'ai résolu ce problème en faisant du camp d'Émile un personnage à part entière du livre. C'est-à-dire que le camp, il respire, il mange, il s'ennuie. C'est un camp où on ne travaille pas, on n'est pas maltraité, on n'est pas battu, on mange. Bon, voilà, on imagine que évidemment les menus sont assez répétitifs et un peu succincts, mais on ne meurt pas du tout de faim. Et donc, il faut s'occuper. Et moi, j'ai vu tout de suite le camp comme le bâtiment, les murs, hein, vraiment. C'est très étonnant, c'est une usine de briques rouges. Alors à l'intérieur, on sent la poussière, toutes les fenêtres sont obturées, donc on entre dans l'obscurité la plus totale. Évidemment, vous vous en doutez, rien n'est fait pour que les prisonniers se sentent à peu près comme des êtres humains. Donc ils sont par terre, dans la poussière, dans la boue, et il fait très froid en hiver, il fait très chaud en été.
Il va y avoir plus de 10 000 personnes qui vont passer par ce camp en 2 ans, et avec très peu de sanitaires, un petit filet d'eau, donc bon, les conditions d'hygiène sont dramatiques. Et donc moi je voulais faire résonner ce camp, et je voulais que les murs puissent nous parler, et donc j'ai utilisé mon héros vraiment comme quelqu'un qui nous prendrait par la main, qui prendrait le lecteur ou la lectrice par la main, et qui nous emmène à l'intérieur du camp. Alors le jour on trompe l'ennui comme on peut, on parle beaucoup, hein, là dans un camp il n'y a que ça à faire, hein, on parle, voilà, et puis le soir on essaye de se distraire parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps on va être là. Les Juifs allemands sont particulièrement inquiets parce qu'il y a un article qui est l'article 19 de l'armistice qui dit que les Allemands peuvent récupérer leurs ressortissants, donc ils savent très bien que s'ils arrivent en Allemagne, pour eux c'est une fosse commune ou c'est un autre camp bien plus terrible en Pologne. Et donc se distraire, ça veut dire un orchestre, une bibliothèque, un cabaret, des pièces de théâtre, de l'opéra, des conférences. Et c'est ça ce qui m'a complètement fascinée, c'est-à-dire que dans ce lieu où rien n'est fait pour l'homme, vraiment, une usine désaffectée, toute nue comme ça, avec des appareils industriels, eh bien on puisse créer de la beauté, on puisse créer de l'art. Et quand on rentre au Mille, eh bien on voit des fresques sur les murs, on voit des graffitis. Il y a des peintres internationalement connus comme Max Ernst ou Hans Bellmer qui ont séjourné au Mille. Il y avait un prix Nobel de médecine, il y avait un prix de Rome, il y avait énormément d'hommes de théâtre par exemple. Et c'est donc cette vie-là que je raconte aussi et qui permet au lecteur de comprendre. On ne pourra jamais comprendre exactement comment c'était puisqu'on n'y était pas et que voilà, on vit en liberté, mais au moins essayer de ressentir par tous les sens qu'est-ce que ça pouvait dire d'être prisonnier, alors que tout autour, il y a la beauté provençale, la beauté des tableaux de Cézanne, et puis l'espoir tous les jours remis, que eh bien, un jour on trouvera la liberté. Et la liberté, comme Maud l'a dit, eh bien, c'est Marseille qui est le seul port libre à l'international où on espère un jour pouvoir obtenir un visa, un billet, un ticket pour un pays en liberté. Oui, c'est intéressant. Donc finalement, le personnage principal, si j'ose dire, c'est le camp des Lits. C'est de ça que tu parles. Et tu as l'air de dire que ton héros est un peu accessoire. Néanmoins, il y a quand même ces moments d'attente, ces moments de... Enfin, il y a aussi un rythme de son vécu. Oui, parce qu'en fait, il va d'échec en échec, il essaye par tous les moyens légaux de s'en aller, et donc c'est très compliqué. Il faut avoir des visas, il faut avoir de l'argent, évidemment, il faut connaître des gens à l'ambassade, aller à Marseille, faire la queue pendant des heures, et puis il faut revenir au camp, parce que sinon les gendarmes sont à vos trousses. Alors on me demande souvent dans les collèges, dans les lycées par exemple, mais pourquoi ils s'en allaient pas puisqu'ils avaient le droit de partir? Mais c'est une très bonne question, parce que c'est un camp qui ne ressemble à aucun autre camp. On ne voit pas des camps où les détenus peuvent partir, rentrer, etc. Mais il faut se rappeler qu'ils sont apatrides, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'argent, ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas très bien la France, et puis ils ont cet espoir chevillé au corps qu'un jour il y aura un billet pour eux, pour New York. Alors évidemment c'est le Graal, New York, mais c'est le plus difficile. Et puis aussi, pourquoi pas la Chine, ou pourquoi pas la Guadeloupe, la Martinique, le Maroc, l'Amérique latine. Et progressivement, toutes ces voies-là, légales et illégales, vont se fermer. Maud, si tu me permets de revenir une seconde à ce que tu as dit tout à l'heure, puisqu'on a parlé du fait que tu es experte en écriture de romans policiers, de thrillers, qui donc sont créés sur le suspense. Et je m'étais demandé comment tu es passé de cela à un récit historique, mais je me suis aussi demandé, parce que tu sais, moi j'ai travaillé un petit peu, j'étais professeur de littérature, donc je suis un petit peu comme ça, la manie de regarder le style, les façons de faire, les façons d'écrire.
Et donc je m'étais demandé dans quelle mesure finalement cette maîtrise que tu avais de l'écriture du thriller t'avait aidé, ou au contraire dérangé, dans l'écriture d'un livre de ce genre. Non, écrire la manière d'un thriller, c'est écrire ce que l'on ressent. C'est pas fabriqué. Il y a deux écritures. Il y a l'écriture un peu fabriquée, l'écriture blanche, des romanciers blancs, qui est un petit peu fabriquée. Disons, c'est pas péjoratif du tout, c'est une manière d'écrire. Et puis il y a l'écriture noire. L'écriture noire, dont je suis une représentante, et qui est une écriture presque instinctive. Elle vient de soi. On ne parle pas de soi. La grande différence avec notre amie Colette Kerber, qui est une des grandes libraires parisiennes, sait parfaitement faire la différence entre un livre de la blanche, comme on dit, et un livre de la noire. La blanche parle d'eux, souvent, très souvent, leur fiancé, leur amour, leur parcours politique. J'ai dit souvent. Souvent. L'autofiction est quand même une grande spécialité française. Ok. J'aime pas autofiction. Pardon, l'écriture de... Oui, pas autofiction. Voyez. On parle de soi. Autofiction, c'est autofiction, c'est on parle de soi. L'écriture noire, on parle du monde. Et quand on parle du monde, obligatoirement on a un autre style. On a un style plus débridé, on a un style plus libre. Plus libre, moins académique. Mais ce style permet d'aborder beaucoup de sujets, comme les sujets historiques dont j'ai fait quelques livres, mais de la même manière que si j'écrivais un polar. Mais alors, simplement, l'histoire avec un grand H est vraie, est serrée. Et dans l'histoire avec un grand H, comme ça, comme les livres de mes amis et ça, tout est vrai. À l'intérieur, vous avez des personnages inventés, sauf pour François. Ça, c'est pas de l'autofiction, hein, ça. C'est pas ça, l'autofiction. C'est pas ça. Pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est pas... On va en reparler. Il a eu la chance. Hein. C'est-à-dire qu'au milieu d'une vraie histoire de France, d'Angleterre ou de je ne sais quoi, on vous met des personnages qui portent l'histoire. C'est ça aussi, le style du noir. Les personnages ont beaucoup d'importance, les personnages secondaires ont beaucoup d'importance. Et on parle du monde, on parle de ce que l'on vit, on parle de ce que l'on voit. C'est ça, je crois, le style. Et si vous lisez les polars américains, vous voyez à quel point vous arrivez à connaître l'Amérique. Vous arrivez à connaître un pays avec ces livres-là. Quelquefois, ça reste plus limité à un milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez ou il faut que je recommence? Et, attends, juste un petit complément. Et le suspense. Pardon? Et le suspense. Le suspense, c'est une alternance de coups suivis d'un petit moment de calme. Parce qu'on ne peut pas sans arrêt faire de l'action. Parce que même le lecteur, en lisant, se fatigue. Je ne parle pas des grénages. Donc il faut, c'est ça. Alors que là, tu viens de parler du livre d'Ariane, où c'est le corps qui a le premier rôle, un peu comme dans le désert des Tartares. Non? Non, d'accord. C'est plus amusant que le désert. Attends, voilà. Mais dans le désert des Tartares aussi, mais c'est un livre majestueux. Ah, super. C'est un livre super. C'est lent. Ariane, ça va vite. Non, c'est pas lent, on est dans l'attente. Peut-être que là aussi, on est dans l'attente. Oui, mais l'attente, il se passe des choses. Il se passe plein Il se passe plein de choses, voilà. Alors, tu voulais savoir quoi exactement? Non. Je voulais savoir, dans tout ce que tu viens de dire, c'est, puisque toi, tu es un auteur qui est passé maître dans l'art du suspense, comment ici, tu crées le suspense? Ah ben, avec une histoire qui se passe de 37 à 41 et demi, je peux vous dire que ça ne demande pas de suspense dans cette période de l'histoire. Il se passe un million de choses dans là, c'est vraiment pas c'est les gens qui agissent sans arrêt, qui sont confrontés à des histoires effrayantes,
effrayante. Moi j'ai vécu ça, enfin j'ai pas vécu, j'étais grande comme ça. Mais j'en ai entendu très vite parler de toute cette période-là. Et pourquoi j'ai fait 2 livres? Parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient justement. Il fallait l'installation en France de cette famille italienne qui se trouve confrontée à une administration française, on va dire, difficile. Prenons des euphémismes, hein, comme va être difficile. Les premières lois de Pétain de 40, qui sont extrêmement difficiles, et les enfants qui partent en Angleterre pour rejoindre De Gaulle et qui reviennent. Et c'est à partir du 2e tome, Le temps de la colère, qu'en fait, quand tu surpasses vraiment l'action presque. Presque l'action violente, l'action... Mais ça s'arrête début 42. Parce que moi, je voulais pas faire un livre sur la guerre, je voulais faire un livre. Je voulais écrire un livre sur l'ambiance des gens pendant cette période où il ne se passe rien et tout le monde a peur et où il n'a pas peur. Vous savez, c'est terrible. Moi, je me suis demandé comment ça se fait que mes parents m'ont fait au plus mauvais moment quand même qu'on pouvait imaginer. Hein. Ah oui, quand même, il fallait manquer un petit peu d'imagination. Bon, mais il lance une petite juide en fin 38. Le lendemain de la truc des glaces, là, vous savez, la nuit de cristal. Bon, et bien alors, de 39, le septembre 39, déclaration de guerre, jusqu'à 40, le mai 40, la bagarre de Dunkerque et tout ça, la France vit calmement. Il ne se passe rien, à part l'exode à la fin, en 40. Il ne se passe rien. Et je me suis toujours demandé comment les gens ne réagissaient pas à cette période. Ils voyaient, il y avait des journaux antisémites en France terriblement. Il y avait des écrivains antisémites terriblement. Il y avait des politiciens antisémites. Bon, ben ça fait rien, on continuait. On allait écouter Lucien Delille, on allait au cinéma, on allait au théâtre, on allait au restaurant. Tout se passait bien. Merci, merci. On va passer à François. Alors François, moi je vais t'interroger d'abord sur la partie de 1942, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler maintenant, bien que j'ai adoré l'histoire de ton ancêtre médecin, mais on va faire un petit saut parce que... Moi c'est 1944. 1944, mais non, mais je veux dire, je ne prends pas 1744 pour le moment. Non, je dis 1944, je dis 1942. 1700, oui. Non, il n'y a rien à 42. Non, c'est 1944. Moi c'est 44. C'est de notre faute, c'est de notre faute. C'est de votre faute, mais... Mais elles sont très 42, moi je suis plus 44. Si ça résume toute la différence entre vous, alors le mot est dit. Je vais quand même te poser ma question, hein, je vais pas t'esquiver là. Et donc, la question est la suivante. Première partie, bon, c'est vraiment un roman historique. Hein, c'est un roman historique avec le médecin qui vient, le médecin dans la débauche, il est malade, il vient le sauver, enfin bref. C'est à l'adulte. Et dans la deuxième partie, tu parles de ta famille, tu parles de la déportation. Et également mesure, c'est-à-dire c'est un autre style, on n'est plus dans le même style romanesque, c'est plus du tout la même facture, c'est tout à fait autre chose. Et comme c'est tout à fait autre chose, en fait, bon, tu as choisi, je dirais que tu as choisi d'en parler dans un style qui est volontairement dépouillé, dans un style qui est volontairement factuel. Tu sais, nous dans le temps, on appelait ça... le récit et le discours, voilà. Donc tu es passé au discours et je me demandais pourquoi, pour parler de cet épisode, tu avais choisi le discours, tu avais choisi de sortir du roman historique. Ce qu'il y a de bien avec cela, je suis très heureux d'accueillir notre ami Antoine Compagnon, descend de l'avion. Antoine Compagnon est un jeune académicien. Il a été intronisé à l'Académie, admis à l'Académie française la semaine dernière. La semaine dernière, il était en paix à Bicêtre. Il fait partie du comité d'honneur des amis de l'Université de Tel Aviv, et puis il vient comme très souvent à l'Université de Tel Aviv, parce qu'il y a plein de cours à l'Université de Tel Aviv, mais cette année il vient pour une raison assez exceptionnelle, puisque demain soir, il va être nommé docteur honoris causa de l'Université de Tel Aviv. Un honneur et un titre qu'il mérite depuis très longtemps, parce que depuis 25 ans, avec son ami Stella aussi, il est invité à donner des cours passionnants, et d'ailleurs à l'Université de Tel Aviv, je l'encourage à venir, dimanche à 16h.
il va présenter un ouvrage remarquable qu'il a écrit il y a peu de temps, qui s'appelle Proust du côté juif. Et c'est un ouvrage absolument remarquable. Et donc, Antoine va le présenter. Alors maintenant, pour revenir à la question difficile, comme toujours, avec Stella, toujours les questions difficiles. Heureusement, je n'ai pas aidé son élève. Alors c'est vrai que, vous avez vu, mon livre s'appelle Deux étés 44, et ça se passe en 1744, et ça se passe en 1944. Et en fait, en 1744, j'ai voulu raconter, pas un roman historique, mais plutôt un roman épique. Et plusieurs personnes m'ont fait le meilleur des compliments qu'on ait pu me faire sur ce livre, c'est, on dirait, du Dumas. Et Dumas est mon maître absolu. J'adore Dumas, j'ai tout lu de Dumas, et j'ai même relu Dumas. Et effectivement, il m'a inspiré sur la construction, sur le style, sur la rapidité d'écriture, et puis sur le côté à la fois truculent, parfois caricatural, et parfois attachant des personnages. Et donc j'ai raconté l'été 1744, et je voulais surtout raconter ce phénomène totalement improbable et assez occulté de l'histoire de France, qu'un médecin juif ait pu sauver un roi de France en 1744. Pourquoi occulté? Parce qu'à l'époque, les Juifs en France ont été chassés en 1395 par Charles VI le Fou. Ils sont partis aux marches du royaume, ils étaient aux marches du royaume, notamment à la Lorraine. Et c'est seulement en 1595, à partir du moment où Henri II récupère Metz, que les Juifs s'installent là. Il y a un ami messin dans la salle, et ils prennent une importance dans la ville de Metz et commencent à s'intégrer. Et donc j'ai voulu raconter ça sur un roman historique. Et puis à un moment donné, je ne voulais raconter que cela. Et ce roman historique m'aurait suffi. Hein, Taillez-nous. Taillez-nous, ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Et puis j'ai écrit à un moment donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dr Ullmann guérit le roi Louis XV le 18 août 1740. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Dr Ullmann est mon ancêtre direct. À 8 générations. Ça vous paraît loin, 8 générations. Presque 300 ans, 1740. C'est pas si loin. C'est l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père de ma grand-mère. C'est tout proche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le 18 août 1944, je vous l'ai dit, mon arrière-grand-père, je ne vous avais pas dit que c'était mon arrière-grand-père, Henri Klotz, le père de ma grand-mère, meurt dans une annexe du camp de Drancy. Et je me suis dit, il faut que je raconte les deux histoires. Mais je ne pouvais pas raconter les deux histoires du même style. C'est un peu comme si j'avais fait un film en couleur, avec du panache, avec des beaux costumes, avec des cavalcades, avec des médecins comme au temps de Molière, et puis des médecins un peu plus sérieux qui est mon Dr Ullmann, des astuces à la Dumas, mais après je dois raconter 1944. Je dois raconter comment une famille de patriotes juifs français, beaucoup sont dans la résistance, certains sont dans les commandos d'Afrique, d'autres dans les services spéciaux de la France libre, mon grand-père a un réseau de résistance en Seine-et-Marne, et puis une partie de la famille qui est restée à Paris, parce que ce sont des juifs français intégrés, patriotes, décorés de la Première Guerre mondiale, industriels établis, ministres, anciens ministres, députés, écrivains, compositeurs. Et ils sont à Paris, et à Paris, ils arrivent à se cacher, ils ne portent pas l'étoile jaune, ils ne sont pas fait recenser. Et puis le 11 et le 12 juillet 1944, 8 d'entre eux vont être arrêtés en 2 jours, vont être emmenés à Drancy, vont être mis dans l'escalier 19, qui est l'escalier qui partait pour les convois de la mort, et sont déportés le 31 juillet 1944. Et donc là, on passe au noir et blanc. Passer noir et blanc, et pour ça, j'ai voulu volontairement passer un récit dépouillé, où je raconte d'abord ce que m'a raconté ma grand-mère, parce que ma grand-mère, j'ai connu longtemps, parce qu'elle est décédée quand j'avais presque 40 ans, a raconté beaucoup de choses, et puis je suis vice-président du Mémorial de la Shoah, je suis très investi au Mémorial de la Shoah, je suis allé travailler beaucoup aux archives du Mémorial, qui sont absolument extraordinaires, et j'ai découvert des choses que ma famille ne savait pas, que ma grand-mère ne savait pas, que mon père ne savait pas, et puis je suis allé au Mémorial de Caen, il y a aussi d'autres choses assez extraordinaires. Je suis allé aussi dans les archives de Marseille, sur les traces de mon grand-oncle qui a été tué par la Gestapo de Marseille. Et donc j'ai fait ce récit. Et là, on bascule du roman épique au récit. Et effectivement, certains premiers lecteurs m'ont dit que c'est un peu déroutant. Parce qu'il y a 2 livres. Mais il y a 2 livres, mais il y a un fil directeur. Et le fil directeur, comme dans le livre d'Ariane, c'est vrai que son fil directeur, c'est le bâtiment du Camp des Milles. Dans mon fil directeur, c'est un bâtiment aussi. C'est un bâtiment. Exactement, le fil directeur. Et ce bâtiment s'appelle le Panthéon. Vous avez vu le fil directeur Panthéon? Oui, j'ai vu le fil directeur Panthéon, mais ça me ferait plaisir si, très brièvement, puisqu'on parle de ça, tu en disais quelques mots. Alors, vous savez quelle est l'origine du Panthéon? À part ceux qui ont lu mon livre.
Il y a Denis qui a lu mon livre, donc il y a Antoine qui a lu mon livre, c'était là, c'est Philippe en dedans. Ils n'ont pas le droit à la parole. En fait, le roi Louis XV est en train de mourir, il a vraiment pas envie de mourir. Et puis il se dit, je suis quand même un roi tout-puissant, de droit divin, pourquoi Dieu me fait mourir? Et son évêque, l'évêque de Soissons, son aumônier, qui est très dur, il n'a pas de chance, il est tombé sur un évêque très puritain et très dur, et il lui dit, mais sire, vous êtes malade, parce que Dieu vous punit de vos fautes, de vos péchés, de vos maîtresses. Et Louis XV dit à un moment donné, un peu une négociation, il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me sauve? Et Soissons dit, il faut que vous construisiez la plus grande basilique de France. Et Louis XV a une vision, il voit la montagne Sainte-Geneviève, et il décide de construire le plus haut bâtiment de France. C'est resté le plus haut bâtiment de France jusqu'à la Tour Eiffel, sur la montagne Sainte-Geneviève, la basilique Sainte-Geneviève. Les travaux commencent en 1758, ça prend un peu de temps parce que c'est compliqué comme bâtiment, il s'achève en 1790. Mauvaise époque, et très mauvaise époque, pour inaugurer une église, encore plus une basilique. Et donc, en 1791, on décide de transformer cette basilique Sainte-Geneviève non consacrée en panthéon des grands hommes. Donc, quand vous serez à Paris, quand vous rentrez la rue Soufflot et que vous verrez ce panthéon au bout de la rue Soufflot, ben, n'imaginez pas que c'est un panthéon des grands hommes, n'imaginez pas que c'est une basilique Sainte-Geneviève, imaginez que c'est une grande synagogue. Oui, il y a Simone Veil. Non, c'est une grande synagogue parce que le roi Louis XV, s'il avait été cohérent, c'est pas Dieu qui l'a sauvé de la mort, c'est le docteur Ullmann. Donc pour le remercier, il aurait dû construire une grande synagogue. Voilà, merci François. Je vais... Et là où là, le panthéon est le fil directeur, il faudra que vous achetiez le livre pour ça. Oui, il ne faut pas tout leur dire non plus, hein, pas de spoil. On va pas spoiler. Oui, On va le pas voir spoiler. à la fin. Alors en fait, bon, on a parlé de ce style factuel, volontairement, de la deuxième partie de ton livre, et là je vais revenir à nos... On dit aujourd'hui autrices, mais moi j'aime pas, hein, les auteurs. On va revenir à nos deux auteurs et romancières. Et donc, Ariane, voilà, toi, tu as écrit plusieurs romans, au fond, sur la Shoah. Et ce n'est pas facile d'écrire sur la Shoah sans tomber, on peut dire, dans le pathos. Et donc, je me demandais... ça, elle a un verre d'eau là. Oui. Je me demandais, Ariane, comment tu faisais, ou est-ce que là comment tu essayais de mettre en place une écriture qui soit à la fois émouvante mais qui ne tombe pas dans le pathos? Alors déjà, par les thèmes que j'aborde, c'est vrai que j'ai écrit une trilogie sur les enfants de la Shoah, donc avec Le Monde d'Anna, Le Gardien de nos frères et Sans oublier. J'ai parlé donc des judéo-espagnols, des éclaireurs israélites et de quoi d'ailleurs? Du chambon sur Lignon, voilà, tout d'un coup, excusez-nous, mais on vient d'arriver cet après-midi, donc à un moment donné où les pensées ont un peu de mal à fuser. Et dans ces trois livres-là, il y avait un lien avec ma famille. Alors, les éclaireurs israélites, parce que j'ai dans la partie protestante de ma famille, il y avait un juste parmi les nations qui a aidé des jeunes juives allemandes à devenir des scouts françaises pendant la guerre. Ils ont, dans le Tarn, et donc ça a été très difficile parce que, évidemment, l'accent, la langue, etc. Mais en tout cas, il les a protégés. Et puis, dans Le Monde d'Anna, donc mes grands-parents et ma mère qui ont fait ce voyage vers Istanbul dans des conditions absolument rocambolesques qui n'avaient jamais été racontées parce que les judéo-espagnols ont une culture plutôt orale et raconter ça entre familles, mais jamais ça n'avait été raconté dans un livre. Et puis Le Chambon sur Lignon, où mon père protestant, lui, a fait ses études au collège Chevenol, et donc le village, je le connaissais bien, et j'avais envie de raconter une fille d'aujourd'hui qui arrivait au Chambon et qui découvrait cette histoire de résistance et de courage parmi les protestants et les catholiques. Alors, Le Camp des Mille, c'est le premier livre sur la Shoah que j'écris qui n'est pas lié particulièrement avec mes origines familiales. Donc ça a été peut-être plus facile pour moi de l'écrire parce qu'il n'y avait pas de lien direct. Et puis moi j'ai une écriture qui est très visuelle, je prends beaucoup de photos, j'imprime les photos, je les mets sur mon mur comme ça.
Et donc j'avais cette impression de bien connaître le camp. J'y suis allée 7 fois, 6 fois de jour, 1 fois de nuit. Donc c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi bouleversant. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes dans la région, dans le sud, à un moment donné, de visiter ce musée qui est un formidable musée, qui est vraiment ouvert en plus sur d'autres génocides, qui vraiment permet de bien comprendre le mécanisme génocidaire. Et donc, écrire sur la Shoah, c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas infaisable du moment que l'on respecte la vérité. C'est-à-dire que tout doit être vrai. La documentation est là pour... On ne peut pas se permettre de se tromper sur un chiffre, sur un fait, sur un nom. Vous aurez toujours un historien au fin fond de l'Auvergne qui va vous écrire pour vous dire non, non, là vous êtes trompé, c'est pas du tout ça. Donc il faut vraiment que la documentation soit là, qu'elle soit très puissante, mais après qu'elle se fasse oublier. Comme Maud l'a dit, après il faut des personnages, parce qu'on est dans un roman. Il faut des personnages forts qui vous emmènent, qui vous emportent. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit une histoire d'amour. L'histoire d'amour au milieu des difficultés que l'on peut connaître. La Shoah, elle arrive qu'à l'été 42 pour le camp d'Émile. Mais sinon, comme on l'a vu, c'est un camp assez différent des autres. Et donc, j'ai trouvé que l'amour était justement une façon de rendre le sujet moins tragique et de voir de la beauté là où il n'y a que des ténèbres et quelque chose de très sombre. Oui. Donc, c'est possible, difficile, mais faisable. C'est intéressant parce qu'effectivement, dans ton roman, il y a ces deux aspects. Il y a toujours aussi ces moments de lumière, de beauté, de tendresse qu'on ne trouve pas nécessairement dans les romans sur la Shoah. Moi, je voudrais revenir à toi. En fait, avant cette petite interview, dans des moments de désœuvrement, j'écoute vos précédents entretiens. Et j'écoutais un de tes entretiens où on te demandait, mais en fait, pourquoi vous avez choisi de parler de l'Italie? Et en fait, tu as refusé de répondre en disant, bon, il n'y a pas de raison. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une raison. Et ma question n'était pas pourquoi tu parles de l'Italie, mais qu'est-ce que le fait de parler de l'Italie t'a permis de faire? D'abord, comme je t'expliquais tout à l'heure, je voulais faire la différence. Entre notre pays, la France, pas spécialement à vous, mais à nous, et l'Italie. J'ai été étonnée, j'avais gardé comme tout le monde l'image d'un fascisme pré-hitlérien, et ce bonhomme qui donnait des coups de menton. Vous voyez vous voyez le Mussolini sur son balcon avec ses coups de menton. Et de l'autre côté, il y avait la France avec Daladier, avec Léon Blum, qui normalement était un pays plus calme, plus paisible, plus pacifique. Et il s'est avéré que ça a été le contraire. Ça a été le contraire. L'histoire a prouvé que les Juifs français ont quand même bien payé. Les Juifs italiens, je ne sais pas si vous êtes allés une fois à Venise pour voir le ghetto. C'est exceptionnel. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur le ghetto de Venise, 1576, sa création. Et vous avez un mur avec, dans le ghetto de Venise où il y a les noms de ceux qui ont été déportés, de ceux. Le jardin des Finzi continue. Vous voyez, c'est ça l'Italie. C'est ce côté. Je ne veux pas dire doux, parce qu'il y a eu des victimes. Hein, en Italie, il y a aussi eu des déportations. Mais c'est ce côté différent qui caractérise, en fin de compte, l'Italie. L'Italie, il y a toujours un petit peu d'art, même dans la mort. Pas en France. En France, ça a été d'une violence quand même terrible. Vraiment, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'en plus, au gouvernement français, il y avait de réels salopards. Vraiment de réels salopards, qui étaient salopards avant et qui sont devenus salopards après. Et qui ont continué. Ce que l'on n'a pas dans le gouvernement italien. Je ne sais pas si ça a une incidence, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et tu voulais faire une sorte de contraste, parce que... Pardon? Tu voulais faire une sorte de contraste. Ce qui est intéressant dans ton livre aussi, c'est que les parents de Judith
Bon, alors ils fuient l'Italie, ils sont en France, puis Mussolini, et puis à un moment ils se disent « Ah, mais est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de partir ?» Voilà. Et à la fin, les parents de Judith, en fait, rentrent en Italie. Ils rentrent en Italie. Judith réussit à les faire repasser avant 42, avant l'horrible année 42 qui a été épouvantable, à les faire passer en Italie. Par la montagne et tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le Midi, quand les Italiens occupaient le Midi, occupaient Nice, occupaient Menton, ils protégeaient les Juifs. Le préfet de, je ne sais pas comment on appelait, le préfet des armées, de l'armée italienne, a prévenu les Juifs de se sauver à Nice. Vous voyez, jamais aucun général français n'a fait ça. Vous voyez, c'est pas du tout. Alors, c'est le fascisme en Italie, c'est le fascisme, c'est eux l'inventeur du fascisme. C'est pour ça que mon premier livre s'appelle Les faisceaux. Parce que le fascisme, c'est les faisceaux. C'est le faisceau de la peur. C'est le fascisme. En fait, quand le fascisme il était infiniment plus fort en France, infiniment plus fort dans les Pays-Bas, moins fort en Espagne. Parce qu'en Espagne, bien que ce soit Franco, moi j'ai eu ma famille qui est passée par les Pyrénées, en Espagne. Ils se sont fait arrêter, mettre en prison, mais ils n'ont pas été dénoncés aux Allemands. C'est que, vous voyez, il faut faire très attention avec l'histoire et ce qu'on vous raconte de l'histoire. Il faut aller vraiment là où est la vérité historique. Elle n'est jamais vraie, la vérité historique. Elle change. Mais là, quand même, il faut travailler en profondeur pour savoir. Franco et Mussolini ont fait pour nous infiniment moins de dégâts que Pétain, que Laval. Mais quand tu parles en France, bon, alors il y a des personnages positifs et négatifs, mais il y a un personnage qui est assez curieux dans ton roman, et c'est Thierry. Et en fait, Thierry... Qui est camelot du roi. Voilà, qui est camelot du roi, et donc... Mon père s'est battu contre les camelots du roi. Et voilà, on est colonel de la Rogue, et ce Thierry, qui est quand même partie d'une organisation inquiétante, s'avère dans le roman être un personnage très positif. Alors il est vrai que le colonel de la Roque n'a pas donné dans l'antisémitisme, pas du tout, au contraire, mais néanmoins ce Thierry est quand même très positif. Oui, c'est un personnage qui aurait vraiment pu exister. Parce que Judith, mon personnage qui arrive d'Italie, quand Judith le rencontre dans une manif, elle est de gauche, lui il est de droite, parce que le colonel de la Roque, le camelot du roi, c'était la droite. Et mon père qui habitait rue des Rosiers à l'époque, qui était le quartier juif, qui était né rue des Rosiers, et il me raconte qu'il se battait contre parce qu'il y avait des expéditions des camelots du roi, de tout ça. Mais bon, je dis pas que c'était bon enfant, hein, ça cognait. Mais je n'ai pas senti, en travaillant sur l'Italie, le fascisme italien, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus là, pour savoir, je n'ai pas vu la même résonance que ce que l'on a vécu dans d'autres pays d'Europe. Même en Norvège, même les Pays-Bas, j'en parle même pas, la Hollande, j'en parle même pas. On a l'impression qu'ils ont sauvé leurs juifs, pas du tout. C'était un des pays où il y a eu plus de juifs de déportés. C'est le pire. Vous voyez, alors regarde, à cause de Dan Frank, peut-être, je sais pas, on se fait des idées. On se fait des idées, il faut faire très attention à ça. D'accord, alors reprenons un petit peu, parce que bon, on parle de l'époque historique, bien sûr, on parle que de ça, on va en reparler, mais moi j'aurais une question pour tous les trois, qui consisterait à dire au fond, bon, je ne dis pas que vous avez écrit des romans à thèse, surtout c'est un terme péjoratif donc je n'oserais, mais je me demande, voilà, dans votre texte, il y a quand même une orientation, un message quelque part, et j'aurais voulu revenir sur le message que nous recevons implicitement, bien sûr, en lisant votre texte, en commençant peut-être par Ariane. Alors le message, c'est que la République est fragile, que la démocratie est fragile et que est-ce que ça marche? Si, ça marche. Et qu'en fait, tout peut basculer très rapidement. Quand on rentre dans le musée des Milles, on voit comment l'Allemagne, en 6 semaines, a basculé d'une démocratie certes fragile, mais à un État totalitaire avec la fin des libertés pour beaucoup de gens et une mainmise complète sur les médias, l'armée, etc.
Donc moi, ce qui m'a intéressé, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais intervenir ce qui s'est vraiment passé au camp des Milles, c'est-à-dire des justes, un pasteur, le pasteur Henri Manin, un homme qui était gardien et qui s'appelait Boyer, et Auguste Boyer, et qui ont été tous les deux faits justes parmi les nations. Je rejoins un peu ce que disait Maud. L'histoire, c'est pas ni noir, complètement noir ou complètement blanc. Parfois, c'est gris. Et donc, moi, dans mon livre, eh bien, il y a des résistants, il y a des justes, il y a des héros, il y a des victimes aussi. Mais il y a aussi une volonté de montrer que tout peut recommencer et qu'il faut faire vraiment attention. Et que dans ce sud si doux, où il n'y avait aucun Allemand. Moi, je rappelle qu'il y a un seul Allemand qui est rentré au camp des Milles, qui s'appelait Dannecker, qui était responsable des questions juives et qui est venu voir en juillet 1942 qui on pourrait déporter, puisque le Veldiv n'avait pas été aussi rempli qu'il l'aurait souhaité. Et donc, c'est pour ça qu'en août 1942 a eu lieu ce qu'on appelle le Veldiv du Sud, c'est-à-dire l'arrivée des femmes et des enfants au camp des Milles et la déportation de 2000 personnes, dont 560 femmes et 50 enfants. Le plus jeune avait moins de 1 an, avait 11 mois. Donc oui, c'est rappeler l'histoire, c'est rappeler aussi l'accueil des étrangers. Il faut savoir que c'est une trahison totale. Ces étrangers ont été accueillis par la Troisième République. Je parle d'un homme, un écrivain qui s'appelle Leo Feuchtwanger, qui a écrit Le Juif sus, qui a été accueilli par le président de la République à l'époque, et qui finalement croyait que la France allait non seulement bien les recevoir, mais allait les protéger, et qui finalement ont été livrés à l'ennemi, pour certains, alors que l'ennemi ne les réclamait même pas, puisque les Allemands ne demandaient pas les enfants, et que 50 enfants ont été déportés du camp. Donc voilà, c'est ce mélange de saloperie, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, et puis de beauté de ceux qui ont tendu la main et qui n'ont pas eu peur et qui sont restés debout et qui sont restés des hommes, et puis ceux qui ont tout fait pour survivre, y compris dans l'art et dans l'amour et dans la résistance. Est-ce que nous devons en tirer des leçons sur la question des réfugiés ? Alors je ne crois pas que j'irai jusque-là parce que la question est infiniment complexe aujourd'hui, mais en tout cas, moi je viens d'une famille où on travaillait pour la CIMAD, qui est donc l'association d'accueil aux réfugiés, et donc évidemment, oui, on peut y penser, il y a toujours des liens contemporains avec l'histoire, mais c'est un roman historique. Alors François, là, une question importante. Bon, nous lisons ton roman, qui est le roman d'une famille juive française patriote. Tu le dis expressément, hein, ce n'est pas quelque chose que je rajoute, c'est dit expressément. Et moi, je suis un peu troublée en voyant comment tous ces ancêtres dont tu parles, toute cette famille, dont tu énumères les faits de gloire, les titres, vraiment les mérites et tout ce qu'ils ont fait pour la France, qui ont été déportés de façon violente. Et en fait, cela n'altère en rien le message que nous recevons sur le fait qu'il est bon d'être un juif français patriote. Et en tant qu'israélienne venant de Belgique, ça me trouble. C'est bien, je suis content. Je suis content. Stella est troublée, c'est bien. Parce que c'était le but. C'était le but justement que différents publics soient troublés par cette histoire. Mon livre, et d'ailleurs Antoine l'avait très bien compris, il l'a dit dans une interview qu'il avait donnée au Figaro, j'ai voulu raconter une histoire que certains d'entre vous connaissent, mais que peu de gens connaissent. C'est en fait l'ancrage profond des Juifs à la France. Les Juifs sont en France depuis 2000 ans. Moi, dans ma famille, ça va vous paraître étrange, mais dans ma famille, je peux remonter jusqu'au 9e siècle, à la cour de Charlemagne. Dont le principal ambassadeur. Dont le principal ambassadeur était Isaac le Juif de Narbonne, et qui était sûrement mon ancêtre. Charlemagne était l'ambassadeur
qu'il respectait le plus. Exactement. Il avait entièrement confiance. Exactement. Et dans l'Islande. Et en fait, je pense qu'Isaac le juif de Narbonne était Kalonymos, et Kalonymos était mon ancêtre. Ce Kalonymos était l'ancêtre de la femme de Rachid. Et je descends de Rachid. Alors, ça vous paraît étrange quand on dit ça. Vous dites, ça y est, on pensait que c'était quelqu'un de sérieux. Bon, s'il a pris un coup de soleil cet après-midi sur la taillelette. Mais en fait, non. Parce que quand... Alors, je vais faire à l'envers, et puis après, on répondra à ta question. J'arrive à remonter jusqu'au docteur Ullmann. Pourquoi j'arrive à remonter jusqu'au docteur Ullmann en 1744 à Metz? Parce qu'en fait, les archives israélites de Metz ont été conservées par les archives départementales de Moselle à partir de la Révolution. Avant, les archives étaient très bien faites, il y avait les ketubot, les actes de mariage, il y avait des actes de décès, ce qu'on appelle les Neborgrucher. On remonte jusqu'au XVIe siècle. Là, je remonte au premier grand rabbin de Metz qui s'appelait Élie Joseph Lévy, qui était mon ancêtre, à 18 générations. Élie Joseph Lévy descendait d'un grand rabbin de Padoue, là où on était l'année dernière, cher Séfi, Katsenen Brogen. Et Katsenen Brogen descendait de Mattathias Trèves, qui était le dernier grand rabbin de France. Et Mattathias Trèves descendait de Rachid. Donc, ce que je le raconte dans le roman, assez rapidement, mais ce qui est intéressant quand vous racontez ça, vous modifiez le regard que les Français juifs ont du rapport des Juifs à la France, et on modifie aussi le regard des Français non-juifs, et ça m'a beaucoup frappé, c'est que les Français non-juifs disent « Ah, t'as un ancêtre qui a sauvé Louis XV de la mort, t'avais un ancêtre qui était grand rabbin de Metz en 1595, t'avais un ancêtre qui était grand rabbin de France en 1394. » Et donc, on n'est pas des immigrés de fraîche date. Dans le discours officiel français, on parle des chocs communautaires entre les Juifs et les Arabes. Les Arabes qui sont des immigrants de fraîche date. Les Juifs, il y a évidemment des vagues d'immigration très différentes. Mais pour une grande partie du judaïsme français, il est ancré dans la terre de France. Ça, c'était le premier... Alors, c'est un roman, évidemment, je suis un militant juif dans l'âme, profondément, et aussi un patriote français. Et c'est pas incompatible. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire sur le temps. Pour revenir à ce que tu évoquais, La question. ton choc, et que le patriotisme n'a pas été cassé, et là je parle devant, je pense, Antoine Compagnon aussi, qui vient d'une famille encore plus illustre que la mienne, puisque son père était le général Compagnon, Compagnon de la Libération. Eh bien, la France, pour paraphraser De Gaulle, c'était pas Vichy. L'État français, et c'est là où je rejoins complètement Maud et Ariane, l'État français moi je dis jamais Vichy, parce que la pauvre vie de Vichy n'a rien fait. L'État français de Pétain, Laval et Bousquet, c'est la trahison de tous les idéaux de la France. C'est une rupture fondamentale dans l'histoire de la France. Et en fait, les Juifs en France, à partir de l'émancipation, et mon livre commence en fait avec les premières marches de l'émancipation. Non, l'émancipation quand même c'est déjà beaucoup. Ils ont le droit de circuler, ils ont le droit de travailler, faire tous les travails, ils deviennent des citoyens actifs. Effectivement, ça s'améliore avec Napoléon, ça s'améliore surtout avec Louis XVIII et vraiment avec Louis-Philippe. Mais il y a ce siècle d'or du judaïsme français qui est de 1840 à 1940, où on peut faire tous les métiers, où il y a un général juif qui est nommé par Napoléon, qui est le général Wolfe, il y a un ministre juif qui devient ministre à la Seconde République, Adolphe Crémieux, on a un autre, Gouchou, qui devient ministre des Finances. Il faut attendre 1932 aux États-Unis pour avoir un ministre juif. Première Guerre mondiale, il y a 7 généraux qui sont juifs. Alors il y a deux fractures. Il y a 2 ans de l'affaire Dreyfus, 1896-1898, avec le moment antisémite très bien transcrit par Birnbaum, et il y a l'État français de 40 à 44, qui, comme l'a très bien dit Maud, c'est pas du tout justement l'Italie fasciste ou l'Espagne franquiste qui a protégé ses juifs, ou la Turquie que a raconté Ariane, qui a protégé ses citoyens juifs, dont les grands-parents d'Ariane et la mère d'Ariane. L'État français coopère, collabore, et va livrer les juifs étrangers de la zone sud, les tue, et les juifs français qui va complètement abandonner dès le 3 octobre 40 avec le statut des juifs. Mais c'est une parenthèse de l'histoire. C'est une parenthèse de l'histoire. Et non, c'est pas une parenthèse de l'histoire. Jusqu'en 1939, la France est le pays d'Europe qui a accueilli le plus de juifs qui fuyaient les persécutions. Mal accueillis, mais qui les a accueillis. Il y a eu des antisémites, mais il y a toujours des antisémites. Oui, mais ils ne sont pas au pouvoir. La différence, c'est qu'ils ne sont pas au pouvoir. D'accord, mais ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas au pouvoir. Ça change beaucoup de choses. En Russie, ils sont au pouvoir. Le tsar Alexandre III, dont on a un pont à Paris, est un antisémite farouche qui massacre ses juifs.
Mais Voilà. François, c'est intéressant, excuse-moi de t'interrompre une seconde. On vient d'entendre Ariane qui nous a dit une chose assez troublante et qui me paraissait très vraie, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'à tout moment, il faut être vigilant, parce qu'à tout moment, ça peut basculer. Et ton message est autre. À tout moment, on peut basculer, et à tout moment, il faut se battre. Et les Juifs en France, de 40 à 44, ils se sont battus. Ils sont battus pour sauver leur vie, ils sont battus pour sauver leur famille, ils sont battus pour sauver les enfants, ils sont battus dans les forces françaises libres, ils sont battus dans la résistance. Dans ma famille, je le raconte un peu dans le livre, il y a 8 hommes et une femme de ma famille qui étaient soit dans la résistance, soit dans les forces françaises libres, et c'est le cas de beaucoup de vos familles. Il faut se battre. Et effectivement, nous sommes en 2023, en 2027, vu les derniers sondages, Marine Le Pen peut être présidente de la République. Non, on ne va pas Donc là, il faut s'engager se sur battre. ce terrain. On ne va pas s'engager sur ce terrain. Il y a une chose en tout cas qui est sûre, c'est que dans les 3 ouvrages, s'il y a un message qui revient de façon différente, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus et qui faut se battre. Hein. C'est vrai, ça faut se c'est battre. très très clair. Il ne faut rien lâcher. Tous autant que vous êtes. Ne lâchez jamais rien. Parce que vous savez, la lâcheté, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Vraiment, à tous les problèmes. Israël est un exemple. Israël est un exemple pour nous, juifs de la diaspora. Ils n'ont jamais lâché. Ils se battent comme des fous. Et ils subsistent. Nous les juifs, on a toujours un petit peu d'empathie. On a un petit peu de compassion pour les autres. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Alors, revenons quand même au livre. Et ce sera ma dernière remarque, parce qu'on va voir s'il y a des questions dans la salle, et je pense qu'il y en aura pas mal. Avant de venir, je me suis dit, tiens, mais comment ça se termine leur livre? Et j'ai regardé la fin des 3 romans, et c'est assez curieux, parce que, en fait, dans le livre de Maud, l'héroïne, elle part vers la Palestine. L'espoir. Non, mais l'espoir, non, elle part vers la Palestine. Oui, la Palestine, c'est l'espoir. J'entends bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle part vers la Palestine. Alors que chez François Heilbronn, ça se termine sur les funérailles de Simone Veil au Panthéon. Et chez Ariane, ça se termine sur le grand moment de la libération, du jeune couple qui est réuni de la libération De Marseille. de Marseille. Et donc voilà 3 fins extrêmement différentes que vous pouvez peut-être commenter brièvement pour que la salle ensuite puisse poser ces questions, parce que je sens qu'il meurt d'envie de vous attaquer. Que veux-tu que je te dise, cher ami? Oui, pourquoi tu as terminé ton roman avec un bateau qui part vers la Palestine? Je vais te le dire. Pour moi, c'est l'espoir. La Palestine, c'était l'espoir depuis que je suis en âge de comprendre et d'analyser notre vie juive. L'espoir. Je ne savais pas en 42, bien sûr, elle ne le savait pas en 42. Mais en 42, déjà, il y avait la Haganah, il y avait la brigade qui se battait, la brigade juive qui se battait avec les Anglais. Il y avait déjà une réaction juive. C'est-à-dire qu'on n'allait pas au bûcher avec la Torah sous le bras, en priant seulement. Il y avait autre chose, il y avait des armes, il y avait une volonté de se battre. Ce qui nous a quand même manqué pendant des siècles. Ok, Ariane? Alors moi, ça me semblait tout à fait normal de finir sur la libération et la résistance, puisque, comme je disais, aussi bien Léo, mon personnage principal, que Margot, la femme qu'il aime, qui est mon héroïne, sont des combattants. Donc finalement, ils se retrouvent à un moment clé de l'histoire, qui est celle de la libération de Marseille. Et donc, ils vont montrer aussi qu'ils sont dans leur jeunesse, ils sont dans tout leur éclat et dans toute leur volonté de combattre. Combattre contre tous les fascismes, contre tous les nazismes, et voilà, c'est l'essence même de leur couple et c'est ce qui les fait se propulser. Donc je trouve que là aussi c'était un message d'espoir. Merci Ariane. François? Tes questions sont très bonnes. Alors, le titre de mon dernier chapitre, c'est Épilogue, Justice au Panthéon. Et la dernière phrase, ça m'a frappé d'ailleurs Antoine dans ton discours de réception à l'Académie, parce que tu l'as prononcé. C'est une phrase que m'avait dit mon père, que m'avait souvent dit mon père, c'est celui qui connaît la puissance du cercle ne craint plus la mort.
C'est ma dernière phrase. Alors, pourquoi j'ai appelé l'épilogue Justice au Panthéon? Parce qu'en fait, le Panthéon est né de cette volonté d'un roi qui n'avait pas succombé à cette maladie, qui avait régné encore 30 ans, pour le plus grand malheur de la France d'ailleurs. C'était un mauvais roi. Et il a voulu ce bâtiment qui devient le Panthéon. Et je suis le 1er juillet 2018 avec Ariane et avec mon père, et je raconte cette scène, qui est une scène réelle. Et je suis au Panthéon, et il y a les cercueils de Simone et d'Antoine Veil qui remontent la rue Soufflot, qui sont placés devant le Panthéon. Il y a les gardes républicains qui sont autour d'eux. On entend le chant des marais, on entend la Marseillaise, et puis je regarde le Panthéon, le drapeau tricolore, les portraits de Simone et d'Antoine, et je me dis, au Panthéon, il n'y a aucun descendant de Louis XV. Ce bâtiment voulu par lui, il n'y a aucun descendant de Louis XV. Et au Panthéon, sur les cénotaphes des écrivains morts pour la France en 14-18, il y a le l'oncle de ma grand-mère, le capitaine Émile Hayem, mort en 14, qui est un descendant direct du docteur Ullmann. Sur les écrivains morts pour la France en 39-45, il y a Maurice Sergine, né Moïse Schloss, qui était dramaturge, qui est mort en déportation à Birkenau, et qui était marié à une des descendantes du docteur Ullmann. Et puis, il y a René Cassin, le président de l'Alliance Illiterate Universelle. Il y a Jean Zé qui par sa branche maternelle vient de Lorraine et vient de Metz et est apparenté au docteur Ullmann. Et puis il y a Simone Veil qui rentre à ce moment-là. Et Simone Veil qui est aussi apparentée au docteur Ullmann. Donc il y a une justice au Panthéon. C'est aussi pour répondre à ta question sur la France. Il y a cette éternité de la France qui sait rendre hommage à ses valeureux fils et filles et qui les honore au Panthéon. Et que certains sont juifs, français, patriotes. Et la descendance Bourbon s'est éteinte dans la misère et dans l'oubli. Il y a eu Louis XV, il y a eu 3 petits-fils qui ont régné, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. Louis XVI a été renversé et guillotiné, Louis XVIII a été renversé par Napoléon et il est revenu, Charles X a été renversé, et puis leur descendance est éteinte, et il n'y a pas. Tandis que la descendance des 1000 descendants du docteur Ullmann, il y a plein de gens très brillants, j'en ai rencontré plein, j'espère en faire partie, et voilà, donc il y a une justice, et voilà ce que j'ai voulu raconter, et je rejoins mes 2 camarades de tribune de ce soir, et je partage complètement le message. Il faut se battre, il faut se résister, et il faut être fier de ce que nos aïeux ont accompli et les remercier. Merci beaucoup à tous trois pour vos réponses. Et donc nous avons encore, pour ceux qui nous désirent, enfin voilà, nous avons des questions. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous voulez... Et après, pour ceux qui ont envie de partir, il y aura des dédicaces avec vente de livres. Oui, ne partez pas avant la vente des livres. Je reviens sur mon intervention parce que vraiment je trouve en effet qu'il faut se battre, mais justement parce qu'il faut se battre, je trouve que parler de la France fasciste comme une parenthèse, c'est d'une certaine manière nier cette phase de l'histoire de France. Or elle fait totalement partie de l'histoire de France, et qu'il est plus difficile de faire avec l'histoire de France en considérant qu'il y a eu une période fasciste. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est pour ça que je vous ai dit que je ne partage pas du tout votre point de vue. Le deuxième point, c'est que il y a eu certes des combattants français, mais moi je n'ai pas, je viens de famille d'Europe centrale, communistes, et qui sont... Mon père est allé en Espagne pour faire la guerre d'Espagne, etc. Il est passé par Gurs et par le camp d'Émile. Donc je connais très bien toute cette histoire. Et mes parents ont fait la résistance dans les FTP-MOI pendant toute la guerre. Et donc je tiens à souligner le fait que s'il y a eu des Français, il y a eu des Juifs. Parmi les communistes, les FTP-MOI, il faut savoir que quasiment 90% des MOI étaient des Juifs étrangers. Voilà. Donc ça me semble aussi important à le souligner. Sur votre deuxième point, c'est absolument pas contradictoire avec ce que j'ai pu dire sur votre deuxième point. Non, c'est pas contradictoire. Non, c'est complémentaire. Effectivement, moi j'ai raconté
l'histoire de ma famille qui n'était pas celle-là, mais effectivement, dans la résistance juive sous toutes ses formes, et des juifs dans la résistance, les juifs étrangers ont été vaillants. Et d'ailleurs, Ariane, dans son très beau livre de Montana, elle raconte aussi des engagés volontaires étrangers juifs. Il y a eu 46 000 engagés volontaires en 1939 qui voulaient se battre pour la France. Et sur les 46 000, il y avait 26 000 juifs. Donc plus de 50% étaient des juifs. Donc c'est une sorte. Pour revenir à ce que vous dites, évidemment, l'idéologie fasciste en France, depuis la fin du 19e siècle, est prégnante. Et ce que vous disiez, Rachel, tout le monde, Maurras, évidemment. Mais, et aujourd'hui encore, l'idéologie fasciste est active. Mais ils n'étaient pas au pouvoir. La grande différence, et dans plein de pays, des antisémites au pouvoir, il y en a eu de 1940. Ils ont pris le pouvoir de 1940. Mais ça, c'est même central dans mon livre. Donc, de 1940 à 1944, l'État français, l'administration française a été aux ordres d'un régime fasciste, antisémite et criminel. Pourquoi le mettre entre parenthèses? Parce que c'est une parenthèse de 4 ans. Parce qu'il n'y a pas eu de... Avant, il y avait la 3e République, après il y avait la 4e République, il y avait la 5e République. Nous n'avons jamais été gouvernés par des antisémites de 1875 à nos jours, à part l'époque 40 à 44. Et on a été gouverné pendant 4 ans par des antisémites. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est une parenthèse. C'est exactement la parenthèse. C'est une parenthèse. 4 ans sur 150 ans. Nous allons passer, nous voyons qu'il J'étais médecin, j'étais médecin. Alors c'est le terme peut-être parenthèse qui n'est pas suffisamment précis. C'était un temps court sur un temps long. D'accord, quand Je on passait voudrais passer, l'internat, monsieur, ce que l'on excusez-moi. mettait entre parenthèses, nos examinateurs disaient que c'était nul. Ah, d'accord. Bon, D'accord. Mais comme moi je ne suis pas scientifique, nous avons droit en Israël, nous avons droit au désaccord. Vous êtes en désaccord et vous avez pas le fait de l'exprimer. Alors maintenant, Non, je veux vous enlever les parenthèses, c'est tout. 4 ans terribles qui ont tué dans toutes nos familles des 75 000. François et Maud, nous passons à une autre question. François, d'abord une question d'information. La belle citation que tu donnes de Hubert Heilbronn, il n'a rien à craindre de la mort, celui qui connaît la réalité du cercle. Comme ça, non, comme ça, regarde. Comme ça, on entend. Voilà. Tu termines, le roman se termine, le texte se termine sur cette belle citation de Hubert Heilbronn. Il n'a rien à craindre de la mort, celui qui connaît la réalité du cercle. Question d'information, est-ce qu'il y a ici une référence à l'esprit maçonnique? Je ne sais pas, mais en fait, mon père ne sait pas non plus. Je lui ai demandé d'où il tenait ça, mais toi tu l'as cité, ça vient d'où? C'est une phrase que je cite souvent. Elle vient de Hofmannsthal. Elle est citée par Blanchot, qui cite Hofmannsthal et qui cite un poète persan du XIIIe siècle. Ça vient de la poésie persane par Hofmannsthal et par Blanchot. Parce que justement, on pensait que c'était Blanchot, mais je n'avais pas la Alors son source. père, je ne sais pas où il l'a trouvé. Non, justement, il pensait que c'était Blanchot, mais il ne l'a pas retrouvé. Il y a quand même un intermédiaire, à mon avis, les francs-maçons. J'ai trouvé sous le terme cercle, l'homme passe par les étapes successives qui font remonter des souvenirs. Étape du monde physique, étape du monde des apparences et l'étape du monde spirituel. Comme il s'agit de souvenirs, ça peut être aussi... Maintenant, une autre question. Youguer, comme ça. Une question. Quand je suis arrivé à la fin de l'histoire du médecin juif, je m'attendais à trouver pour 1944 aussi un récit à la troisième personne. Mais on a un narrateur personnel. Alors, ce narrateur personnel a quelque chose de troublant. Oudanosi y a déjà fait allusion. Malgré la participation massive de la France à l'extermination des Juifs, il reste après un patriote. Que fais-tu de la thèse de Hannah Arendt à propos de Rachel Levin-Barnhart, qui, selon elle, est resté paria? Même pas Hannah Arendt.
qui dit que... Oui, alors, le point important, c'est que... Hannah Arendt sur le plan historique est nul. Ton narrateur personnel jure que par l'assimilation, tandis que la thèse de Hannah Arendt est que l'assimilation n'a jamais servi aux Juifs. Son exemple est... Pas du tout, je ne plaide pas pour l'assimilation. Elle écrit après la Shoah. Alors, tu as mal lu ou je me suis mal exprimé. Je ne plaide absolument pas pour l'assimilation. Je suis pour la fierté d'être juif français. D'ailleurs, j'utilise une expression de mon grand-père qui m'amusait beaucoup. On est des pifs, on est des patriotes israélites français, et chaque mot a son importance. Et donc, je ne plaide pas du tout pour l'assimilation. Il faut garder son identité, sa culture, ses traditions, sa religion, son identité propre. Et donc, je ne plaide pas du tout, et mon livre n'est pas du tout un livre assimilationniste. Au contraire. Ça, c'est une chose. Hannah Arendt, en histoire, est nulle. Le procès d'Eichmann d'Hannah Arendt est un mauvais livre. Voilà. Donc, Hannah Arendt ne m'intéresse pas. Pour répondre à ta question sur les cercles, à partir du moment où on écrit ce récit et ce roman, Ariane me l'a dit et souvent, quand on commence un roman, et je pense que Maud peut-être le sait encore mieux que moi c'était mon premier, c'est que quand on l'écrit, on a l'impression à un moment donné d'être habité par ces personnages et que vos personnages vous prennent par la manche et vous disent je veux que tu écrives ça. Et par moments, j'ai l'impression que le Dr Ullmann, qui pensait être lointain, je ne sais pas grand-chose de sa vie, venait me dire ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire, ce qu'il disait. Et donc effectivement, c'est un sentiment très troublant. Ça, c'est la partie 1744. Sur la partie 1944, là, je fais le travail plus d'historien, j'ai des archives, j'ai des témoignages, j'ai ce que m'a raconté ma mère, ma grand-mère, ce que m'a raconté mon père, qui vit toujours, et avec qui j'ai pas mal échangé, ce que m'ont raconté aussi des cousins dont les parents avaient parlé. Et donc, c'est plus la forme d'un récit. J'ai romancé pour créer des transitions. Mais effectivement, c'est complexe. Mais je ne pouvais pas traiter de la même manière les deux époques. Je n'ai pas lu cette deuxième époque, j'ai pas eu le temps parce que j'ai lu le livre. Mais je ne voudrais pas que l'on oublie quand même qu'en France, il y a une forte imprégnation antisémite. Vraiment une forte imprégnation antisémite dans le peuple. Dans le peuple. Je parle pas de l'antisémitisme actuel musulman, hein, je parle pas de celui-là. Celui-là, il est très bien aussi. Nous parlons de vos livres en ce moment. Oui, non mais l'imprégnation antisémite de la France, ça fait partie de nos livres. Mais quand même en France, il y a eu... C'est là où il y a eu... Je parle dans le quotidien. Je parle dans le quotidien. Il y a eu plus de juifs sauvés. Oui, enfin, il y a eu quand même 75 000 juifs déportés. Mais 80% d'entre eux ont été sauvés. Mes amis, je suis désolée, là, nous avons passé l'heure. Il y a plein de romans qui vous attendent dans la salle adjacente. Plein de questions irrésolues et de papiers. Nous applaudissons encore une fois.